Bonjour tout le monde, moi c'est Alison, je fais partie de l'équipe Langfest et je suis ici pour présenter Nicolas Viault, qui est l'un des fondateurs de Langfest et également le président de la Société québécoise de l'espéranto. Et comme nous tous, il aime les langues et il va parler de l'une de ses passions, les langues et les rapports de force, qui est justement le titre de sa présentation. Alors, je vous présente Nicolas Viault. Merci, Nicolas. Merci, Alison. Donc, merci à tous. Donc, présentation au titre un petit peu énigmatique, dans le sens où moi-même, je me suis souvent posé, quoi. Mon père est dans la salle et me regarde et ça me perturbe. Et ma mère aussi, donc attention. Mais ils sont très fiers, vous inquiétez pas. C'est ça, oui, je ne savais pas trop quel titre lui donner parce que je vais passer en revue en fait, les différentes manières dont en fait, une langue institue justement un rapport de force. C'est-à-dire que, comme on va le voir, à différents niveaux, individuel, social, même géopolitique, il y a finalement des avantages et des désavantages qui sont distribués aux locuteurs de différentes langues qui ont différents poids. Et c'est quelque chose donc, qui m'intéresse depuis longtemps. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles je m'intéresse à tout ce qui est langue, à l'espéranto et à la diversité linguistique. Et c'est un sujet aussi dont on commence un petit peu plus à parler, mais qui, jusqu'ici, j'ai trouvé, était un petit peu moins abordé dans les rencontres de polyglottes. Donc, même si ça change, cette année, en particulier au Langfest, on a eu, par exemple, une présentation de Kai Chan qui parle de choses finalement qui sont assez proches, qui étaient très intéressantes. Et bon, moi, je vais en fait parler peut-être de choses qui touchent à ce dont il a parlé, mais avec peut-être un angle différent. Donc c'est ça. Donc le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a différentes langues dans le monde et on essaye de dépasser la barrière de la langue. Mais dépasser la barrière de la langue, il y a plusieurs manières de faire ça. La traduction, parler une autre langue, une lingua franca, comme on dit. Il y a toutes sortes de manières de faire. Mais l'idée, c'est justement comment est-ce qu'on peut le faire de manière juste, parce que, comme on va le voir, de manière équitable, il y a plusieurs façons dont on peut être en fait non équitable en le faisant. Et que ça a des conséquences, et quelquefois des conséquences même qui sont un peu moins connues du grand public. Pourquoi? Parce que la langue, c'est pas juste un code. D'abord, ça crée une communauté d'interaction. Donc, on parle de barrière de la langue. C'est une barrière, oui, mais c'est aussi une façon aussi de créer des communautés, de créer quelque chose de commun entre les langues, parce qu'une communauté linguistique, c'est finalement des gens qui partagent des codes, qui partagent des repères, qui, comme on va le voir, en fait, fait que des gens vont être amenés à interagir alors qu'ils peuvent des fois habiter d'un bout à l'autre de la planète juste parce qu'ils parlent une langue commune. Et bien sûr, on va en parler aussi, ça peut être quelquefois de manière explicite un instrument de domination et d'influence. Donc par exemple, quand vis-à-vis d'une minorité linguistique, tiens, autre thème qui a été touché, c'est dans cette salle hier, Solo nous a parlé des politiques vis-à-vis des langues minoritaires. Bon, il y a des États qui utilisent la langue comme instrument permettant de subjuguer, on va dire, ou d'écraser un groupe autre qui, il se pourrait se trouver qu'il ait une langue différente. Et ça, évidemment, lui interdire d'utiliser sa langue, c'est le mettre en désavantage de tout un tas de façons. Donc, je vais parler de différents, on va dire, différents étages, mais différents niveaux. Un niveau plus micro, donc niveau plus individuel, et un niveau plus macro ensuite, d'interaction, non pas entre les individus, mais entre les groupes qui parlent les langues, entre les groupes linguistiques. Donc, ça part de sociétés. Ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas moi, la société québécoise vis-à-vis de son environnement linguistique, au hasard, exemple parfaitement, tout à fait au hasard. Mais ça peut être aussi les très grands ensembles géopolitiques. Ça, c'est un peu ce à quoi Kai faisait allusion hier. Donc, les ensembles linguistiques, les grandes langues ont
finalement un impact sur le monde selon d'autres critères différents et sont finalement dans un genre de hiérarchie. Et on va voir dans quelle mesure ils sont dans un groupe hiérarchique. Et le côté externalité que vous voyez sur la page, je vous en parlerai plus tard. Voilà, parce que donc, quand on choisit une langue pour communiquer, donc le choix est très rarement neutre. Bon, un peu de répétition. D'ailleurs, on note petit Lego. Donc, les Lego communiquent par une lingua franca qu'on ne connaît pas. Mais voilà, on imagine qu'ils communiquent. Petit Lego. Donc, voilà, niveau micro. Je passais en revue quelques exemples. Alors, l'un des premiers exemples, c'est par exemple sur le marché de l'emploi. La maîtrise de la langue donc, est essentielle. Parler la langue qui est attendue sur le marché de l'emploi, c'est un avantage. Quand je parle ma langue maternelle, je suis en pleine possession de mes moyens. Quand je parle une langue qui n'est pas ma langue maternelle, surtout si je la parle en face de quelqu'un pour qui c'est sa langue maternelle, ça pourrait être, bon, dans bien des cas, l'anglais, mais ça pourrait être n'importe quelle langue, c'est plus difficile. Est-ce qu'on négocierait, je ne sais pas moi, un contrat de travail ou, je ne sais pas, la vente d'une maison avec une langue où notre niveau est au niveau B1? Peut-être pas. Alors, un des exemples qui avait été un exemple avéré, là, c'est un article que j'ai retrouvé sur les pratiques, c'était il y a une dizaine d'années déjà, à l'entreprise Porsche, donc entreprise allemande, qui emploie donc des ingénieurs allemands qui parlent allemand. Et il s'était dit à un moment qu'ils allaient instituer comme langue de travail l'anglais pour internationaliser leur groupe, etc. etc. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fait ça? Les meilleurs anglophones se mettaient à s'exprimer, ceux qui avaient le niveau le plus élevé en anglais, et ceux qui avaient, mais pas nécessairement les meilleurs ingénieurs. Alors, ceux qui étaient un peu moins bons s'exprimaient plus, devenaient imprécis. Il y avait des retards, dossiers non traités. Les gens étaient plus encadrés, ils hésitaient plus à sortir des idées originales. Donc ça, c'est une des manières, par exemple, d'une situation. C'est un exemple d'une situation individuelle dans laquelle, voilà, le fait de ne pas utiliser sa langue maternelle donc a un impact sur, bien sûr, les individus. Et en plus, on le voit de manière quand même pas sous-jacente, de manière quasi évidente, que ça va avoir un impact sur l'organisation aussi. Autre exemple, qui est déjà un peu macro aussi, mais qui est consommé au niveau souvent individuel, c'est tout ce qui est produit culturel. Donc, comme on va le voir aussi quand je vais reparler un peu des grands ensembles linguistiques, si je comprends une langue, j'ai la capacité de consommer les produits culturels d'un espace linguistique donné. Donc, au hasard, film hollywoodien. En plus, ça joue dans les deux sens parce qu'il y a, alors bien sûr, il peut y avoir des traductions, etc. Je vais parler un peu de l'interaction langue-culture plus tard, mais le fait d'avoir de grands marchés anglophones, c'est un espace de diffusion premier pour par exemple, le marché du film hollywoodien. Deuxième cercle, les gens qui sont intéressés par la culture américaine ou anglo-saxonne, qui sont deuxième marché naturel. Et en plus, ça se renforce parce que, comme on va le voir, en fait, plus finalement on fait partie d'un réseau, et une langue c'est un réseau, plus finalement ça incite à faire partie de ce réseau. Mais ça marche pour plein de choses. Ça marche donc dans le sens aussi de la traduction. Donc, par exemple, une langue beaucoup moins parlée va être beaucoup moins trouvée. Les œuvres vont être beaucoup moins trouvées par les éditeurs internationaux, donc vont être moins traduits à l'étranger. On va avoir toutes sortes d'effets qui vont faire que même quand on passe par la traduction, même quand on passe en fait, on se retrouve avec un avantage qui est lié à l'usage d'une langue, alors ça va pas très bien si j'éteins l'écran, d'une langue connue. L'exemple des publications scientifiques que j'ai mis aussi, c'est un exemple assez probant, parce que par exemple, il existe tout un tas de journaux et de publications scientifiques en Chine, et en Occident, on n'est pas vraiment capable de chercher dedans. Par contre, tous les chercheurs qui maîtrisent l'anglais peuvent aller chercher dans les bases de données des éditeurs qui publient en anglais. Donc évidemment, ce genre de choses qui crée un biais. Ça, on l'a dit. Donc voilà, une langue, utiliser sa langue, ça privilégie le locuteur de cette langue, ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose selon le côté duquel on se trouve.
Ah oui, puis j'aurais peut-être dû mettre ça avant. Mais l'autre exemple, c'est l'éducation. Donc, une université, dans quelle langue? Beaucoup d'universités qui cherchent à être, on va dire, internationales, par exemple, vont enseigner en anglais. Et j'avais lu un article il y a quelques années que je n'ai pas réussi à retrouver après l'avoir beaucoup cherché, qui disait que même au Danemark, ou si c'était un autre pays scandinave, mais je crois que c'était au Danemark, où censément les étudiants maîtrisent très bien l'anglais. Il y avait une différence notable, par exemple, de la fréquence d'expression, la fréquence des questions, de toutes sortes donc en fait, d'interactions. On voyait qu'il y a eu une inhibition qui était due au non-usage du danois dans ce contexte. Et puis aussi, bon, donc, pourtant, on est bien d'accord que oui, les universités peuvent être soumises à des contraintes. Quelquefois, il faut enseigner dans une autre langue, surtout par exemple quand au Danemark, on ne parle pas une langue internationale. Quand on va le voir, il peut y avoir des raisons de faire l'inverse exprès. Donc, ça, ce sera pour plus tard. Donc, macro, donc l'agrégation des micros. Plusieurs micros ensemble. Si je prends un micro, non, ça fait des... Non, ok. Voilà, petite blague, petite blague. Donc, au niveau macro, donc là, on va plus parler au niveau étatique. Alors, évidemment, j'ai parlé des langues minoritaires. Souvent, là, on est dans des relations où, par exemple, il va y avoir officialité ou non-officialité de la langue. Ça va influer. Je veux dire, au Québec, on connaît bien sûr très bien le problème. C'est pour ça que toutes la législation linguistique, comme la loi 101, etc., a été mise en place pour renforcer le statut du français. Pourquoi? Parce que, en fait, l'absence au niveau, on va dire, au sommet étatique d'une langue, est souvent à la fois une perception et en fait aussi créatrice d'une situation où on est désavantagé. Donc, il est certain que les Canadiens français d'il y a, on va dire, une centaine d'années, qui travaillaient par exemple dans les institutions fédérales, étaient dans une position beaucoup moins bonne quand le français a été exclu des institutions que maintenant. Et ça marche bien sûr avec toutes sortes de cas semblables. Et c'est pour ça que la plupart des communautés, finalement, linguistiques qui sont soit dans un État plus grand, qui ne parlent pas leur langue, ou qui, pour une raison ou une autre, sont désavantagés, vont commencer par essayer d'instituer leur langue comme étant langue officielle d'un niveau d'administration publique important. Mais bon, la politique, ça ne fait pas tout, comme j'ai écrit ici. Là, on a des contre-exemples quand même. Hein. Il y a des langues qui vivent sans soutien étatique, et il y a aussi des politiques étatiques qui échouent. Alors, par exemple, politique étatique vis-à-vis de l'Irlandais, en fait, a à peu près échoué depuis l'indépendance de l'Irlande. Donc le fait que dans la Constitution irlandaise, on note que l'irlandais est la première langue de l'État, à l'article 8, si je ne me trompe pas, et que l'anglais est langue seconde de la République d'Irlande, ça n'a pas inversé la situation en faveur de la langue irlandaise. Et puis aussi, petite note donc, qui est liée à ce que j'appelle un peu ce qu'on peut appeler la légitimité, c'est que bien sûr, bon, la force de la langue elle-même, c'est pas juste la force de la langue, c'est aussi la force perçue de ses locuteurs. Donc un des exemples, c'est la Catalogne, qui est finalement un des moteurs économiques de l'Espagne, qui à peu près incarne la population espagnole, et à la fin du franquisme, donc pendant la période franquiste, il y avait une période d'imposition du castillan sur l'ensemble de l'Espagne. Et la Catalogne, finalement, depuis la démocratisation, parce qu'elle est moteur économique et industriel dans l'Espagne, je pense, a eu un certain avantage pour négocier, pour extraire des compromis qui lui étaient favorables, y compris au niveau autonomie et au niveau linguistique et culturel. Donc ça va dans les deux sens, parce que évidemment le statut de la langue est lié au statut des gens qui la parlent, ce qui d'ailleurs était un problème jusqu'à la Révolution tranquille aussi au Québec, où les Canadiens français étant désavantagés économiquement, c'est sûr que la langue française au Canada était pas particulièrement attirante. Aujourd'hui, bien sûr, la situation a pas mal évolué, mais c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que dans la tête
dans l'imaginaire, c'est moins le cas aujourd'hui, mais dans l'imaginaire peut-être traditionnel d'il y a quelques décennies du Canada anglophone, le français était une langue de pauvres, alors que dans l'imaginaire des gens de Boston ou de New York qui habitaient à quelques centaines de kilomètres, c'était la langue de culture, etc. Parce que ce n'était pas la langue des Canadiens français, c'était la langue de la France dans leur imaginaire à eux. Est-ce que je parle trop vite? Parce que voilà. Je parle. Le temps, on en est où, Alison? OK, parce que j'ai aucun contrôle sur ce que je fais quand je me lance. Donc, parfait. En fait, donc on n'est pas en retard. Donc très bien. En plus, il y aura du temps pour les questions. Oui, j'aime ça. J'aime les questions. Monde géopolitique classique. Donc, où est-ce que je veux en venir? Ce que je veux en venir, c'est vous amener. Donc, j'ai parlé des institutions étatiques au niveau encore supra-étatique. Donc on pense souvent en termes de barrières politiques, barrières géographiques. Alors barrières politiques, on a les frontières des États, barrières géographiques, on a les continents. Il y a des interactions de proximité entre bien sûr les pays qui sont voisins. Mais, donc ça c'est les blocs aussi géopolitiques, on peut dire, je disais barrières géographiques. Mais moi j'aime bien penser aussi, en tant qu'amateur de langue, à cette carte. C'est les grands espaces linguistiques du monde. On peut dire un peu des continents mentaux ou des continents linguistiques qui sont institués par le fait qu'il y a des langues communes entre les pays. Donc, France, Québec, Afrique de l'Ouest, on voit le Brésil, le Portugal et les pays africains comme l'Angola et le Mozambique lusophone. La sphère du russe autour de la Russie et qui inclut jusqu'à un certain point les pays de l'ex-URSS, l'espagnol et l'Espagne, donc langue unicontinentale ou pluricontinentale, mais dans tous les cas plurinationale. Et c'est quelque chose qui émerge, à mon avis, beaucoup depuis qu'on a des moyens de communication qui permettent finalement d'abolir les distances. Alors, si je suis un francophone, je peux partager des articles, par exemple, sur Facebook, et ça arrive, qui viennent de la France, du Québec, de l'Afrique de l'Ouest, de tout ce qu'on veut. Par contre, pour prendre un autre exemple, allez, plaçons-nous, je suis un francophone, allez, mieux que ça, francophone en Suisse, et que je ne parle pas allemand, peut-être que j'aurais beaucoup plus tendance à partager un article qui vient de la presse ou du Devoir au Québec, que de le faire de la Neue Zürcher Zeitung, par exemple, le principal journal germanophone de Suisse. Pourquoi? Alors que les distances sont extrêmement petites et qu'on habite dans le même pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un espace linguistique. L'espace linguistique, c'est l'espace de communication, c'est l'espace d'interaction. J'aime bien dire espace d'interaction mentale parce que le fait de partager une langue fait qu'en fait, on ne partage pas nécessairement toute la culture, mais la culture peut voyager très très facilement, instantanément, sans traduction, sans barrière. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des organisations internationales qui sont basées sur le partage de la langue. Donc on connaît la francophonie, on connaît le Commonwealth of Nations, dont d'ailleurs le Canada est l'un des quelques États à être membre des deux. Il y a aussi le Cameroun et l'île Maurice, je pense. La communauté des pays de langue portugaise, CPLP, l'Organisation des États ibéro-américains, la Ligue arabe, les instituts culturels, façon Alliance française, Institut Confucius, Goethe Institute, toutes cette sortes de choses. C'est des politiques, pourquoi? Enfin, disons que c'est le produit de politiques de promotion de la langue parce que les États ont conscience que en parlant une grande langue, si leur langue a la chance d'être une langue relativement internationale, c'est le statut de leur économie, leur statut culturel vis-à-vis des autres pays, c'est leur facteur, on va dire, d'attractivité par rapport aux étudiants internationaux, c'est tout ça. Par exemple, un des exemples que j'aime bien donner, c'est que donc ici au Québec, il y a à peu près de l'ordre de grandeur 100 000 Français qui habitent surtout dans la région de Montréal. Il faut un visa, évidemment, pour qu'un Français émigre au Québec, etc. En Allemagne, économie moteur de l'Union européenne de 82 millions d'habitants, où tous les citoyens français, en tant que citoyens de l'Union européenne, peuvent voyager librement et aller travailler librement. Il y a aussi à peu près 100 000 Français.
alors que c'est des voisins et que leur population et leur économie est bien sûr beaucoup plus importante, y compris d'un point de vue français, que celle du Québec. Pourquoi langue? En gros, la réponse, c'est ça. Donc, voilà, c'est justement, merci PowerPoint de soutenir ce que je dis. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est un peu donc la relation de voisinage. Aujourd'hui, à l'époque où on peut voyager, communiquer, garantit pas à 100% finalement le fait qu'on interagisse de façon maximale, parce que on a d'autres réseaux, on a d'autres, ce que j'appelle ça des continents linguistiques sur lesquels on habite. Donc les espaces linguistiques, ils sont hiérarchisés. Donc on ne refera pas la présentation de Kai hier, mais en gros, oui, il y a par exemple le nombre de locuteurs. Ici, on voit le nombre de locuteurs en langue maternelle des 20 premières langues du monde. C'est un premier facteur, mais ce n'est pas le seul facteur. PIB par habitant de l'espace linguistique, bien sûr, influe. Donc si on est plus riche, donc c'est sûr que par exemple le japonais qui peut parler à l'extérieur du Japon a quand même un poids important, parce que le Japon est une économie énorme et extrêmement performante. Juste un exemple. Aujourd'hui, on peut même trouver aussi sur le poids des langues des indicateurs un petit peu qui sont à côté des indicateurs traditionnels. Donc par exemple l'activité sur Wikipédia. Alors l'anglais est en tête, mais on voit que par exemple je pense que Cebuano, ici, qui est une langue des Philippines, est un artefact probablement que, en fait, beaucoup d'articles ont été créés par des bots. Merci. Mais on voit ici, par exemple, dans les grandes langues, le suédois, l'allemand, le français, le néerlandais. Donc, quand on prend le suédois, le néerlandais, langue finalement parlée par des petits nombres de gens, mais bon, le fait est que c'est des pays très avancés économiquement et beaucoup de gens ont accès à Internet, beaucoup de gens peuvent se permettre visiblement d'être actifs là-dedans. Donc c'est aussi quelque chose qui a un impact sur le poids des langues. Donc pour en revenir à nos espaces linguistiques, donc ça vaut de l'argent. C'est pas juste oui, on va partager des articles sur Facebook, on va être ensemble, etc. Il y a une étude de la Fundación Telefónica qui, au passage, à ce que je sache, donc Telefónica est un des leaders de télécommunications en Espagne, mais aussi, je crois, en Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'ils viennent faire en Amérique du Sud et pourquoi pas des Allemands ou des Danois? Ils parlent espagnol. Donc, leur étude, j'ai le lien ici si ça vous intéresse, ça a été de conclure que, du point de vue de l'Espagne, 16% de son PIB, 16% de son PIB quand même, dépendait directement ou indirectement du fait que l'Espagne appartenait à l'espace hispanophone. Autre conclusion, que l'attractivité pour les immigrants hispanophones était multipliée par 3 par rapport aux immigrants non hispanophones. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent des pays hispanophones d'Amérique qui vivent en Espagne. Et ces gens, pourquoi pas, c'est presque aussi dur finalement pour eux d'aller en Espagne que, disons, en Allemagne ou dans un autre pays comme ça. Pourquoi l'Espagne? Ils parlent espagnol. On est bien d'accord. Même chose pour les interactions commerciales, multipliées par 4 par rapport aux pays non hispanophones. Et les investissements directs bilatéraux entre pays, multipliés par 7. Dans le même ordre d'idée, donc il y a eu un rapport publié par Jacques Attali, qui est, on va dire, à la fois un penseur et quasi politique français assez connu. Il y a quelques années, publié un rapport sur la francophonie. Il avait conclu, lui, que 6% du PIB des pays francophones dépendait du français. Donc la citation, c'était « Les échanges commerciaux induits par le partage du français entre une trentaine de pays francophones sont à l'origine de 6% de la richesse par habitant en moyenne pour ces pays et de 0,2 points de taux d'emploi ». Donc, ça paraît pas beaucoup, mais en fait, tout est beaucoup quand on parle quand même d'économie. Tout s'additionne et quelquefois même, il y a des effets de rétroaction, etc. Donc, c'est quand même non négligeable. Et quand le rapport regardait vers le futur, en plus avec la croissance énorme économique et démographique des pays de l'Afrique de l'Ouest, il prévoyait donc potentiel de croissance de 770 millions de locuteurs. Donc, on peut imaginer la taille du marché induit par
le fait d'appartenir à cet espace linguistique. Donc là, on arrive à un problème. Oui, ok, on a des espaces linguistiques, mais qu'est-ce qu'on fait quand on doit parler quand même à l'extérieur de notre espace linguistique? Donc, on a un problème, c'est que, par exemple, tout traduire, c'est très compliqué. J'en sais quelque chose au passage, la communication bilingue du Langfest a été, on va dire, supervisée par moi, pas juste faite par moi, parce qu'on avait une équipe de traducteurs, et heureusement, parce que c'est du travail de passer finalement, de traverser les barrières linguistiques. Et ça, c'est une image du Parlement européen. Au Parlement européen, on peut utiliser les 24 langues officielles en traduction simultanée, donc 24 langues officielles de l'Union européenne. Ça coûte en fait peu cher à l'échelle de l'Union européenne, mais à l'échelle juste d'une organisation, on s'entend que ça peut être compliqué à gérer. Ce qui amène un peu à un paradoxe, et puis après ça on va parler de quelques paradoxes, on aime bien les paradoxes, c'est que trop de langues peut mener à moins de langues. Parce qu'en fait, si je suis dans une situation, par exemple, canadienne avec 2 langues, je fais une traduction français-anglais et dans les 2 sens, une situation à la Suisse, je fais une traduction peut-être à 6 sens, français, italien, allemand, ça fait 6 combinaisons. Quand je me rends à 24, ça ne marche plus. Donc, on va être en fait poussé vers l'adoption finalement d'une lingua franca. Comme ça tombe bien, justement, j'en arrivais à la partie lingua franca de miracle. Donc, une lingua franca, mais laquelle? Quelle langue peut mettre d'accord les gens et garantir, on va dire, une certaine équité, comme on l'a vu au début, donc éviter trop d'effets de bord. Alors bien sûr, la langue ou les locuteurs de la langue qui peut être sélectionnée comme lingua franca peuvent être encouragés à choisir cette solution, mais bon, aussi, on va dire c'est aussi un jeu de chaises musicales. Pour l'instant, il n'y a aucune lingua franca qui est restée jusqu'à la fin de l'univers. Bon, on n'est pas encore rendu à la fin de l'univers, mais ça a toujours changé. Donc, quelquefois, la fortune change. C'est arrivé aux Français, bien sûr. Donc, pour en revenir aux langues et aux espaces linguistiques, on remarque qu'il y a quand même plusieurs langues qui servent de lingua franca. Et un des facteurs ici, donc il y avait, j'ai trouvé des données qui montraient la L1, donc première langue, deuxième langue, c'est-à-dire des gens qui utilisent quotidiennement, c'est pas leur langue maternelle, et langue étrangère. Et j'ai fait le rapport entre l'addition langue étrangère L2 sur L1. Donc on voit qu'il y a des langues qui sont très performantes par rapport à ça, qui attirent beaucoup de locuteurs. Donc c'est ça, pour être une lingua franca, c'est quoi finalement? C'est attirer des locuteurs hors la sphère de gens qui parlent notre langue maternelle. Mais comme on l'a vu, à l'intérieur, ça crée 2 cercles. Ceux qui la parlent comme langue maternelle, ceux qui la parlent comme langue seconde. Et donc, on peut remarquer quand même que, bien sûr, l'anglais est très bien placé, le français est bien placé. Dans la liste qui était, je crois, les 15 premières langues, on voit aussi le malais et l'indonésien, en particulier. L'indonésien en Indonésie est parlé par tout le monde, mais peu de gens parlent l'indonésien en langue maternelle. Donc, c'est une lingua franca extrêmement puissante à l'intérieur de l'Indonésie. D'ailleurs, on a eu, je crois que c'était hier, une introduction à l'indonésien par notre ami Fiel Sahir ici au Langfest. Langue très intéressante pour différentes raisons, et même si je ne la parle pas, je pourrais vous dire pourquoi je trouve qu'elle est intéressante. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Quand on parle de 2 cercles, j'ai marqué importance de la L2, ben oui, parce que c'est ça finalement en fait qui donne le pouvoir. Quelques langues sont parlées par des nombres assez petits de locuteurs en langue maternelle, et pourtant elles pèsent dans le monde. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une pyramide. Une pyramide on va dire, de hiérarchie des langues, mais plus encore, c'est une manière de montrer en fait comment se structure le monde. Donc en fait, si tout en bas de la pyramide, on va parler des langues diverses, et puis peut-être dans ces langues très régionales, on va communiquer à travers une langue commune. Cette langue commune, peut-être qu'elle-même, elle est très régionale. Peut-être qu'au-dessus, on va avoir une langue nationale qui va nous permettre de communiquer entre groupes de différents locuteurs. Et peut-être qu'au-dessus, même, on va devoir passer par une langue internationale.
Donc, je peux imaginer une situation, genre un Sénégalais qui, par exemple, parle Peul. La langue Peul est minoritaire au Sénégal. On va dire le français est officiel, mais le Wolof est très diffusé. Donc peut-être que je vais parler Wolof pour aller au marché. Peut-être que si j'apprends à lire, à écrire à l'école en français, pour communiquer avec les institutions de l'État ou pour voyager peut-être dans la région, l'Afrique de l'Ouest, je vais parler français. Et peut-être que même à certains moments, si je sors complètement de cette région, je vais devoir parler anglais. Et c'est ce qu'on voit en fait, donc tout en haut de la pyramide, c'est quoi? C'est finalement l'espèce de super lingua franca. C'est des chaînes en fait de bilingues, parce que à chaque fois c'est des gens qui parlent la entre guillemets petite langue et la grande langue qui permettent de passer au niveau supérieur et de trouver des langues communes au niveau supérieur de la pyramide. Donc pourquoi donc ça c'est des choses, c'est des idées qui sont qui viennent du linguiste de David Gradle. Il y a aussi Louis-Jean Calvet en France qui a un modèle, je pense qu'il appelle ça le modèle gravitationnel, qui est quelque chose d'assez similaire. Et je pense que c'est une bonne manière de montrer qu'il y a une hiérarchie. Un des effets de cette hiérarchie, donc, par exemple, ça a été démontré par une étude, le rapport Grain, dont je ne vais pas faire tous les détails, mais en gros, c'était François Grain, qui est un économiste des langues suisse, avait fait une analyse à la demande du gouvernement français pour des histoires de politique éducative sur les langues en Europe, et il avait trouvé que, au final, le Royaume-Uni et l'Irlande, ou c'était pour le Royaume-Uni spécifiquement, l'Irlande a à peu près 5 millions d'habitants, la République d'Irlande, donc c'est à peu près les mêmes chiffres, faisait des gains nets de 10 milliards d'euros par an, et c'était en 2005, du fait que l'anglais était plus ou moins la lingua franca des institutions européennes et finalement des économies européennes. Pourquoi? Parce que c'est l'addition de quoi? Du fait que c'est tous les autres pays qui font les efforts d'apprentissage. C'est les voyages linguistiques sont vendus de manière disproportionnée aux pays anglophones. Les publications, j'en ai déjà parlé, toutes ces choses. Et les coûts même en moins, je pense qu'ils prenaient les coûts en moins occasionnés au Royaume-Uni du fait que leur langue était utilisée, c'était pris en compte, et il avait trouvé ce résultat. Et en fait, je soupçonne aussi que ça marche pour les grands pays de l'Union européenne, comme en particulier la France et l'Allemagne, et aussi l'Espagne, comme on l'a vu, à des niveaux moindres. Et puis peut-être que... donc la question ensuite, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont dans le positif ou dans le négatif quand on regarde leur débit et leur crédit? Ça, je ne le sais pas, mais ce serait une bonne question. Et puis, il avait regardé le troisième scénario, donc... là, je vais faire une petite parenthèse. Donc, Espéranto scénario, c'est scénario langue neutre où il avait dit s'il y avait une langue qui n'était pas la langue maternelle des États membres qui était utilisée comme langue générale, eh ben, on ferait des gains nets de 25 milliards d'euros. Donc cette langue qu'il avait utilisée dans le modèle, c'est l'espéranto. Il se trouve que je parle espéranto. Pourquoi au début j'ai appris l'espéranto? C'était un peu après avoir fait tout ce genre de cette réflexion-là, et j'étais curieux de savoir si ça marchait, et aussi curieux de voir si on pouvait effectivement communiquer avec une langue neutre. Alors, et ensuite, j'ai trouvé ça amusant, donc je suis resté. Ben, y a d'autres gens qui disent que finalement, avec l'anglais généralisé et les locuteurs de langue maternelle anglaise très minoritaires, on atteint un genre d'espéranto naturel que quelquefois on appelle le globish, Global English, mot valise. Et c'est quoi le temps? J'ai l'impression que je déborde. 36? 26? Pardon? 3h06. Oh, excusez-moi. Parfait, je suis dans les temps. Donc le globish, donc c'est quelque chose qui a été dit. Même il y a des gens qui disent ah oui, il y a une dissociation entre l'anglais lingua franca appris par des gens dont c'est pas la langue maternelle et l'anglais langue maternelle. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment la vraie langue? Peut-être qu'on peut dire que ce globish est neutre, etc.
j'ai quand même quelques doutes encore parce que je ne suis pas persuadé que s'il y a une dissociation qui vient, je ne suis vraiment pas persuadé qu'elle soit faite. Et aussi, bon, le mode de diffusion de l'anglais et des autres langues, hein, c'est des autres langues aussi, se fait quand même beaucoup par des vecteurs culturels. Donc, par exemple, on parlait des films hollywoodiens, là qu'on refait notre lien. Donc tous les produits culturels, les gens, d'ailleurs même en tant que polyglotte, on conseille toujours aux gens d'aller regarder des séries, d'aller lire les livres, d'aller consommer les produits culturels des langues qu'on apprend. Évidemment, c'est comme ça qu'il faut faire aussi. Mais en fait, quand on fait ça, on est bien d'accord qu'on maintient un lien entre la langue et la culture. On n'est pas dans un modèle de langue complètement neutre ou dissocié de sa culture. Même si on revient juste à l'espéranto, il y a aussi sa sous-culture qui est d'une nature internationale, qui est particulière. Mais en fait, on n'arrive pas à dissocier les deux. Donc c'est pour ça que je doute de la dissociation et je doute du fait qu'on puisse parler d'une variété autonome et qui n'utilise pas le locuteur natif, entre guillemets, comme modèle. Donc voilà. Mais moi, comme j'aime bien regarder un peu ce qui se passe partout dans le monde, il y a des petites choses étranges. Donc, si là, je fais une parenthèse sur les lingua franca, il y a des lingua franca locales aussi. Ça m'intéresse. Ça, c'est quoi? C'est une photo de Port-Louis, si je ne m'abuse. Port-Louis, c'est la capitale de la République de Maurice, donc dans l'océan Indien. Et l'île Maurice, c'est très intéressant puisqu'elle a été colonisée par la France, puis ensuite par le Royaume-Uni. Sa langue officielle, même si ce n'est pas marqué dans la Constitution, est plus ou moins l'anglais, mais la langue générale est le créole mauricien, qui est un créole à base lexicale française. Et le français, peut-être grâce à la diffusion du créole, est très parlé à l'île Maurice. Et même d'ailleurs, j'ai lu plusieurs articles comme quoi il y avait une renaissance, etc., dans les 2-3 dernières décennies du français à l'île Maurice. Et on disait, dans un pays paradoxalement, officiellement anglophone, en tout cas partiellement. Et puis, petite lingua franca, donc à l'île Maurice, j'ai appris que donc il y a énormément de diversité ethnique. Il y a des descendants de colons français ou britanniques, il y a des descendants d'Indiens, il y a des descendants de Chinois, il y a vraiment toutes sortes de gens. Et ils parlent tous le créole mauricien comme langue de communication quotidienne, même s'ils parlent une autre langue dans d'autres sphères de leur vie. Ils vont au marché, etc. Ils parlent tous créole mauricien. Donc, je ne vous fais pas de dessin, le statut international du créole mauricien est quand même extrêmement faible. Donc, et pourtant, tout le monde la parle. D'ailleurs, l'espéranto, on peut dire, est aussi une petite lingua franca minoritaire un peu partout dans le monde. Mais ça, c'était l'exemple du créole mauricien. Donc, ça, c'est ce qui me fait penser qu'on n'a peut-être pas tout dit par rapport à la viabilité des lingua franca, à la fois régionale, locale, ou la toute-puissance, que ce soit de l'anglais ou d'une langue autre en général. C'est ça. Et puis donc, c'est une autre parenthèse où, bien sûr, quand on voit un peu toutes les politiques, quand on voit tout ce qui est mis dans... Parce qu'on entend beaucoup que, oui, finalement, l'État, la structure linguistique du monde, la hiérarchie est naturelle. Que c'est comme ça, c'est un peu la sélection naturelle, c'est le darwinisme linguistique, c'est des langues qui survivent, d'autres non. Ben, pour quelque chose, si c'est un ordre naturel, il y a quand même eu beaucoup à la fois de guerres, beaucoup de politiques linguistiques à l'encontre de certaines langues, promouvoir certaines autres langues. Il y a quand même, pour quelque chose de naturel, c'est pas si naturel. Ça fait beaucoup de politique pour quelque chose qu'on considérait comme naturel. Donc c'est l'autre raison pour laquelle je pense quand même qu'il peut y avoir des leviers d'action, que tout n'est pas dit et fait quand on dit oui, c'est juste comme ça. Il y a des choses à faire. D'ailleurs, au Québec, je pense qu'on le sait. Plurilinguisme, paradoxe et choix. Donc ça, c'est un peu pour terminer. C'est la dernière section. C'est quelques réflexions autour de tous ces sujets dont je viens de parler. Donc j'ai parlé de lingua franca spontanée et contrôlée. Pourquoi cette slide revient? Probablement parce que par erreur.
Donc comme je dis, hein, économie, éducation, médias, c'est beaucoup d'étapes pour quelque chose qu'on voudrait naturel, donc c'est pas si naturel que ça. En plus, comme je dis, la planification, c'est ça, et pas toujours là où on croit. Ça, c'est aussi petite référence par exemple, à l'espéranto ou aussi au créole mauricien, donc petite langue, entre guillemets, qui survivent finalement seules, sans aucun contrôle, sans aucun soutien officiel. Il y a quand même un exemple qui m'avait intéressé, c'est que dans le monde méditerranéen, j'aurais dû mettre ça plus haut, il y a eu ce qu'on appelait la lingua franca, c'est la lingua franca d'origine, la lingua franca méditerranéenne, qui était une lingua franca peut-être à statut bas, d'après ce que j'ai compris, mais qui était parlée autour de la Méditerranée, donc par à peu près tout le monde. Ouais, c'est pas un très bon endroit pour la mettre, ça aurait été avant. Donc paradoxe polyglotte. Donc c'est difficile d'apprendre une langue en présence d'une lingua franca. Si tout le monde apprend la même langue, pourquoi est-ce que j'apprendrais d'autres langues? On le sait bien sûr. Par exemple, apprendre le danois, c'est difficile parce que c'est difficile. Les gens se font répondre en anglais. Apprendre des fois le français à Montréal, les anglophones, les étrangers vivent la même chose, alors même qu'eux-mêmes peuvent être de très bonne volonté par rapport à ça. C'est une barrière à l'apprentissage. La deuxième chose, c'est que on a, là je ne sais pas si je vais parler de ça, je n'ai pas beaucoup le temps, je vais peut-être le sauter. Ça va à l'encontre un peu aussi de la joie des polyglottes. Je saute dessous, vous me poserez les questions si vous voulez. Ça va à l'encontre un peu de la joie des polyglottes, parce que si tout le monde doit parler la même langue, et bien sûr, quelquefois on a besoin d'une lingua franca, mais pourquoi est-ce qu'on apprend des langues? Donc ça, c'est un des premiers paradoxes, parce que en diffusant l'apprentissage des langues, on diffuse aussi en fait les lingua franca. Et en diffusant ces lingua franca, en fait, on décourage peut-être l'apprentissage de certaines langues. Donc on a un peu un effet double. Donc premier paradoxe. Donc c'est ça. Ça peut être, on diffuse l'apprentissage d'une langue, ça peut être bien pour certaines personnes, mais ça peut être pas un choix ensuite pour d'autres. L'autre point dont je voulais parler, c'est que aussi, quelquefois, finalement, un des plus grands... qu'est-ce qui donne la valeur, une des plus grandes valeurs au fait de parler plusieurs langues, c'est l'existence justement de locuteurs unilingues, paradoxalement. Parce que si je parle, je ne sais pas moi, si je parle mandarin, que langue où encore il y a peu d'occidentaux qui la parlent, et il y a assez peu de Chinois qui maîtrisent une langue étrangère, ben, j'ai une valeur grâce à ça, parce que je suis un pont entre les deux, et les ponts sont rares. Donc, jusqu'à un certain point, c'est un des autres paradoxes, c'est que quelquefois, je ne suis pas certain que le multilinguisme dans la même société soit protectrice pour les langues, parce que, en fait, les langues ont une valeur s'il y a peu de locuteurs. Le japonais, par exemple, pour faire des affaires au Japon, on est obligé à peu près de parler japonais. Les japonais ne parlent pas d'autres langues. C'est comme ça. Et finalement, c'est paradoxalement peut-être le fait que les Kai Chan hier disait que oui, par exemple, dans les grandes rencontres internationales, les Japonais étaient peu présents et parlaient peu parce qu'ils maîtrisaient mal l'anglais. Mais est-ce que aussi, paradoxalement, le statut de leur langue et peut-être de certains autres de leurs produits culturels, économiques, etc., ne sont pas rehaussés justement du fait que leur langue a un statut élevé parce qu'ils sont riches, mais ils ne parlent pas d'autres langues? Donc ça, c'est un peu tout le paradoxe, ou pas le paradoxe, mais la puissance du réseau, ce qu'on appelle une externalité. Donc en économie, une externalité, c'est quoi? C'est un genre de un sous-produit, un service qu'on ne paye pas, l'air qu'on respire, l'environnement. Donc si tout le monde, l'environnement, finalement, l'eau, etc., nous permet de vivre, nettoie, absorbe les saletés, la pollution. Mais si tout le monde se met à polluer, eh ben, l'environnement ne sert plus. Avec les langues, on a quelque chose un peu du même ordre qui est dû au réseau. Parce que plus je parle une langue, si j'apprends une langue, je suis un nouveau locuteur de la langue devient plus utile pour les autres parce qu'ils peuvent communiquer avec moi à travers cette langue. Donc là, on atteint des situations où, par exemple, si je suis un professeur d'université et que je me dis, je vais enseigner dans une autre langue.
vais enseigner en anglais, ou peut-être je vais enseigner en allemand, ou en Europe centrale, ou en russe, comme c'était le cas dans l'ex-URSS, pour plein de raisons. Très bien, je suis tout seul à le faire, j'ai peut-être un avantage à le faire. Si tout le monde se met à faire ça, bon, ben, tous les professeurs qui parlaient, qui enseignaient dans cette langue, dans leur langue maternelle, que ce soit le français ou l'allemand ou autre, ils se sont mis une propre barrière. Ils se sont coupés l'herbe sous le pied. Ils sont plus capables d'utiliser la langue qu'ils maîtrisent le mieux pour transmettre leurs connaissances. Et probablement qu'ils ne publient pas dans cette langue non plus. Donc ça, comment dire, porte à des conséquences négatives sur, par exemple, peut-être l'industrie des publications scientifiques, ce genre de choses. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu l'idée, mais c'est l'idée que, en fait, on peut se couper l'herbe sous le pied, on peut se faire mal à soi-même en diminuant le statut de sa langue. Je passerai là-dessus parce que je n'ai pas le temps. Ça, j'ai déjà parlé. Moi, où je veux en arriver, c'est... Voilà, en fait, c'est pas dans l'ordre, ça. Il y a un choix, moi, je trouve, à faire. Ça m'a frappé, en fait, en entendant la prémisse de Kai-Chan hier, quand il a parlé de son indice, c'est que lui, c'est si je suis un extraterrestre, que j'arrive sur Terre, quelle langue je parle, quelle langue je dois choisir. Et donc là, on fait on va dire... on met les langues en ordre selon différents critères par utilité pour un individu. Donc c'est un individualisme méthodologique extrême. Mais on a aussi donc l'autre point de vue qui est de dire hey, si je veux continuer à jouir de mon avantage linguistique, de mon réseau, peut-être que je devrais penser à le promouvoir et peut-être que je devrais le protéger. Peut-être que je devrais, je ne sais pas moi, faire des présentations en français au Langfest. Peut-être que je devrais enseigner dans ma langue, etc. Donc ça, c'est une des grandes questions un peu qui alimente ma réflexion en ce moment. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit « Maximiser ses connaissances » ou le statut de notre langue. On a un point de vue qui est individualiste, mais on a un point de vue qui est le point de vue collectif, qui est le point de vue de l'espace linguistique lui-même. Et puis comme je l'ai dit, là c'est ça, la valeur du multilinguisme, paradoxalement, est-ce qu'elle dépend des unilingues? Jusqu'à un certain point, peut-être, parce que la valeur des polyglottes est finalement rehaussée par l'existence d'unilingues. Donc voilà, c'est là que je voulais en venir. Donc là maintenant, et tout ça, ça nous amène où? Alison, combien de temps il reste? C'est censé être la période de questions. C'est censé être la période de questions, parfait. Ben, ça ouvre sur les questions. Donc, est-ce qu'on va vers un équilibre des puissances ou est-ce qu'on va vers un monopole, point de vue langue, lingua franca, etc. Il y a bien sûr plein de facteurs. Il y a des facteurs en fait, qui ont beaucoup d'inertie, comme la démographie, l'économie, facteurs de dispersion géographique aussi. Il y a des gens qui disent que certaines langues quand même se diffusent plus ou moins facilement à cause d'une facilité intrinsèque. C'est quelque chose qui est beaucoup débattu dans les milieux polyglottes. Il y en a d'autres qui disent qu'on va peut-être dans 10 ou 20 ans être sauvé par la technologie. Je crois que c'était un des arguments que Ronnie Gao faisait hier dans sa présentation sur l'interprétation et l'intelligence artificielle. C'est une des possibilités. Et voilà. Et donc moi j'aime bien réfléchir à ça et quelquefois de manière très irrégulière je publie ce genre de réflexion sur un petit blog qui s'appelle idesmultiples.ca. Et maintenant, puisqu'on est déjà dans la période de questions depuis 5 minutes, évidemment, je suis ouvert à vos questions et c'est même peut-être la partie la plus amusante de toute la présentation. D'abord, Nicolas, oui. Très bonne présentation, merci. Moi, comme tu es français, tu as un point de vue très intéressant sur les langues. Est-ce qu'il y a une remise en question? J'ai deux questions. Est-ce qu'il y a une remise en question de l'anglais en Union européenne? Et la deuxième question, c'est, je sais qu'en 2013, en France, il y a eu une ministre de l'Éducation qui a voulu accepter que l'anglais soit enseigné dans les universités publiques françaises. Et elle avait comme objectif, était de démocratiser l'accès de l'anglais parce qu'il y avait, en France comme dans beaucoup d'autres pays,
ceux qui parlaient anglais qui avaient un avantage et ceux qui ne l'avaient pas. Et je ne me rappelle plus quand c'est terminé cette histoire. Je sens ton point de vue sur ces deux points-là. Je sais de quoi tu parles parce que, comme je suis un petit peu ce qui se passe justement en matière de francophonie, je sais à quoi tu fais allusion. Donc oui, alors ma compréhension, c'en est que déjà dans beaucoup d'universités françaises, comme dans beaucoup d'universités en fait du monde, ils se donnent déjà, même avant ça, ils se donnaient déjà dans certains contextes des cours en anglais. On peut comprendre, jusqu'à un certain point, on peut comprendre pourquoi. Oui, il y a une partie des étudiants qui, surtout internationaux, qui peuvent vouloir étudier en anglais. C'est exactement le type en fait, de choix auquel je faisais référence quand je parlais d'individuel ou collectif. C'est-à-dire que, si on dit... alors, je sais qu'il disait dans l'argumentaire de la loi, oui, si vous comprenez, c'est pour régulariser les cours donnés en anglais. Ouais, mais aussi, parce qu'il disait c'était qu'avant, il n'y avait pas de règles. Alors maintenant, on va y avoir dans certains contextes, ça va être prévu que, en tout cas, on va pouvoir, et dans d'autres, non. Moi, ce que je me dis, quand je lis ça, ma pensée, c'est deux choses. D'abord, c'est qu'il ne faut pas penser que dans le cas, c'est un cas particulier pour les grandes langues. Ça vaut peut-être pour le français, le russe, l'allemand, ça ne vaut pas pour les langues peut-être moins diffusées. Mais dans le cas du français, je veux dire, l'un des buts, à mon avis, de la politique éducative internationale des pays francophones, ça devrait être d'attirer des étudiants pour qu'ils viennent apprendre le français. Donc là, c'est le côté collectif, rehausser le statut de la langue. Donc il faut, je veux dire, oui, on peut peut-être le faire, mais il ne faut pas, à mon avis, le faire trop ou dans certaines mesures, aller comme certaines universités néerlandaises. Genre, je pense en particulier l'université de Maastricht, aux Pays-Bas, qui est quasiment entièrement en anglais, alors qu'elle est aux Pays-Bas. Donc, je pense que ça, ce serait une mauvaise chose, ça envoie un mauvais signal. Parce qu'on dit, oui, on veut attirer les meilleurs étudiants. Et ce qui suppose, et puis c'est démenti par l'expérience, d'après ce que j'en sais, que oui, en fait, si les étudiants ne parlent pas français, ils ne choisiraient pas la France pour étudier, et puis que ce serait comme les meilleurs nécessairement parlent anglais, puis les autres, c'est le second choix, etc. D'abord, apparemment, c'est assez faux, surtout qu'il y a un grand bassin de francophones, de gens qui apprennent le français dans plein de pays. Je vais essayer de ne pas être trop long. Mais ensuite, c'est ça, le but pour ceux qui n'apprennent pas le français, c'est qu'ils ressortent, à mon avis, de leurs études en France et dans d'autres pays francophones en parlant français. À mon avis, ça devrait être ça l'un des objectifs principaux, parce qu'après ça, quels meilleurs ambassadeurs du pays, que ce soit de la France, du Québec, mais aussi de l'Allemagne. Et même pour les plus petites langues, ceux qui ont l'occasion de faire leurs études dans des pays où d'une langue un petit peu moins parlée, mais qui vont passer peut-être 4 ans, 5 ans sur place, c'est une richesse pour eux d'avoir. Et c'est un lien, ils vont être un lien entre ce pays-là et leur pays d'origine. Donc, ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, je pense, c'est que étudier, moi, je pense que je serais pour qu'on étudie dans des langues étrangères, et j'insisterai sur le pluriel. C'est-à-dire que pas juste l'anglais. Aussi l'espagnol, aussi d'ailleurs, petite parenthèse aussi, on parle souvent de mettre la loi 101 au cégep, donc c'est-à-dire d'imposer, comme ceux qui ne le savent pas, donc pour l'école primaire et secondaire au Québec, que tout le monde, sauf les gens issus de la communauté anglophone, en particulier donc les immigrants, doit apprendre dans une école primaire ou secondaire en français pour assurer leur acquisition du français. Et puis après ça, à partir du cégep, qui est juste avant l'université, on peut choisir, et il y a un réseau de cégep anglophone et un réseau de cégep francophone. Et effectivement, les choix, beaucoup de gens lisent des articles, s'inquiètent, même je pense Alan a montré quelques exemples d'articles inquiétants pendant ta présentation vendredi, entre guillemets inquiétants, etc. Moi, je pense qu'une des manières de sortir un petit peu de ce problème-là, ce n'est pas une solution unique, mais ce serait peut-être de dire, si on introduisait un peu un enseignement aussi dans une troisième langue, pour ne pas être dans un duel David contre Goliath, finalement, celui qu'on vit depuis toujours au Québec. Alors pourquoi pas avoir des cours en espagnol aussi? Peut-être ça détendrait l'atmosphère, de ne pas être en... Pourquoi pas? Chez les gens apprennent les langues. Bon, nous, on aime les langues. Les gens qui aiment les langues, on va aimer apprendre l'espagnol
parce qu'on aime ça. Alors, chez les gens c'est sûr que langue pratique au Québec, il y a une pression. Il y a une pression, hein, c'est sûr. Mais peut-être que déjà, moi je pense qu'il y a quand même une grosse partie des gens, peut-être si on leur proposait ça, peut-être pas ceux qui sont pratiques à 100% et qui sont insensibles à tous les autres arguments, mais peut-être qu'il y aurait une partie des étudiants qui seraient intéressés par ça et peut-être que justement ça les sensibiliserait. Voilà. Autre question? Pas d'autres questions? Moi, j'avais une deuxième. Ouais. Ben, est-ce que... Moi, je pensais à une chose, là aussi, en t'écoutant parler, c'était à propos du Brexit. Oui. Quel est, à ton avis, l'avenir de l'anglais dans la communauté européenne après le Brexit? Oui. Alors, question classique. Moi, je pense que la situation va rester à peu près inchangée parce qu'il y a beaucoup d'inertie. Et je pense même, si on lit des trucs sur Facebook, il y a des gens qui décortiquent le règlement 1.58, qui est un des premiers règlements, en fait c'est pour ça qu'il s'appelle 1, qui avait été adopté par le Conseil européen en 1958 sur les langues, et qui semble dire, mais c'est vraiment pas clair, je l'ai lu, c'est pas clair, que oui, une langue officielle par pays, et il y a d'autres pays qui ont, oui, l'anglais comme langue officielle, l'Irlande et Malte, mais ils ont d'autres langues à côté, blabla. En tout cas, les langues officielles dans l'Union européenne, à ce que je sache, peuvent être changées seulement par une décision du Conseil européen. Et je doute très fort que, en fait, d'abord que l'anglais ne soit plus langue officielle, parce que d'abord, ils peuvent toujours le justifier par le fait qu'il est langue officielle dans d'autres pays, mais aussi l'inertie due à l'usage actuel de l'anglais dans l'Union européenne fait que c'est peu probable que ça change. Il y a même des gens, par exemple des articles, un article dans The Economist qui s'appelle, je pense que c'était quoi? When the Day English Became Esperanto, quelque chose comme ça. C'est parce que sur la neutralité justement, en fait, renforcée de l'anglais dans une Union européenne sans Royaume-Uni. Honnêtement, je pense que le rapport de force va rester relativement inchangé. Pourquoi? Parce qu'il est mondial et l'influence de l'anglais, et en fait, vient en Europe beaucoup des États-Unis de toute manière, que ce soit les films hollywoodiens, ce genre de choses. Donc, et c'est quelque chose, d'ailleurs, les Européens apprennent souvent l'anglais avec l'accent américain et non pas britannique, parce qu'ils apprennent à travers des produits culturels américains. Et puis, c'est ce que je disais, en fait, finalement, la diffusion des langues, et c'est vrai aussi pour le français, l'allemand, l'espagnol, etc., reste quand même lié à des cultures et des États particuliers, États centres, on va dire, dans leur zone culturelle. Donc, voilà, c'est ma réponse. Est-ce qu'il reste un petit peu de temps? Hein? Même moi, je veux bien prendre des questions, pas éternellement, mais beaucoup. Ah, voilà. Ok, donc on sait que là, à l'instant, la lingua franca, c'est l'anglais. Oui. Mais on nous parle déjà à l'université au futur, dans 2030 et tout ça. Tu sais, les puissances mondiales, ce sera la Chine, ce sera l'Inde, ce sera des autres pays, pas les États-Unis. Ouais. Donc tu crois que tu crois que la lingua franca, ça peut changer comme avant c'était français, avant les guerres mondiales et tout ça. Donc tu crois qu'un jour, une langue asiatique, ça pourrait être une lingua franca? C'est possible, mais comme j'ai dit, en fait, il y a une grande inertie. C'est-à-dire que, en fait, pour l'anglais, on dit oui, l'anglais est devenu lingua franca après la victoire des États-Unis, entre autres, donc à la Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, quand on regarde un petit peu l'histoire des langues, déjà la montée de l'anglais, notamment due au fait que les États-Unis étaient, pendant tout le 19e siècle, un pays qui est passé de 5 millions d'habitants à, je crois, 140 millions à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. C'est énorme. Et c'est devenu la première. Et il s'est mis à dépasser ensuite la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, etc. Donc tout ça était déjà en préparation. D'ailleurs, on dit souvent que le traité de Versailles, donc à la fin de la Première Guerre mondiale, était un des premiers traités qui avait été signé à la fois en français et en anglais, alors que le français était langue diplomatique. Donc, en fait, pour l'anglais aussi, les changements ont pris du temps. La question toujours du chinois qu'on se pose quand on parle de la Chine, puissance mondiale, ça revient aussi, ça touche à un point que j'ai affiché qui est
est-ce qu'il y a une notion de difficulté intrinsèque qui reste, et je ne parle pas de la langue parlée, je parle essentiellement quand même de l'écriture. Est-ce qu'il y a une notion de difficulté intrinsèque qui limite vraiment la diffusion d'une langue en tant que lingua franca? Alors le latin a été lingua franca avec toutes ses déclinaisons à une époque, donc, mais c'était en même temps pas une lingua franca générale, c'était assez... Moi, une des petites idées que j'ai, c'est qu'en situation de contact, quand on regarde à quoi ressemblent les langues créoles ont presque toutes une structure grammaticale semblable. En particulier, elles ne sont pas flexionnelles, elles sont isolantes en général. C'est-à-dire que peu de marqueurs grammaticaux, usage de prépositions, etc. Donc, elles sont ce qu'on appelle en termes, on va dire peut-être plus basiques, simples. Mais c'est vraiment un débat en soi. Mathieu, peut-être qu'il reste peut-être le temps pour une question ou pour 0 question. Une question, ok, une question. Rapide, Mathieu. C'est moi qui essaierai d'être rapide. Ah, ok, une autre personne. Non, alors, s'il y a une autre personne qui a une question, je vais prendre cette question et j'essaierai d'être concis. Il n'y avait pas une autre personne? Alors, dis ton idée et on va fermer là. Prends le micro, s'il te plaît. Je ne crois pas que l'anglais va être déplacé pour des questions d'inertie. C'est comme un fait accompli dans le contexte actuel. Ça prend un chamboulement incroyable au niveau technologique, politique, une catastrophe, Troisième Guerre mondiale, nucléaire qui exploserait tout, puis on repart à zéro. Vraiment. Mais, par exemple, dans le cas, mais dans le cas du mandarin, c'est trop bien établi. L'anglais est trop bien établi. C'est impensable en ce moment que un Russe puis un Brésilien se rencontrent, se parlent autre chose que l'anglais. C'est par défaut, on n'y pense même pas, on n'y réfléchit même pas. Sauf dans un congrès d'espéranto. Oui, moi, il faut que ce soit clairement marqué que, tu sais, à part ça. Pour le cas du mandarin, par contre, moi, je vois que comme langue régionale, par contre, le chinois, c'est indéniable que les Japonais vont s'y mettre. C'est déjà comme les Coréens, les gens d'Asie du Sud-Est vont s'y mettre. Écoute, par avantage. Finalement, donc je fais référence beaucoup à nos présentateurs ici, mais ils étaient tellement intéressants que à la fin, finalement, Kai Chan, qu'est-ce qu'il a dit dans sa présentation? Il dit la conclusion, c'est que même s'il insiste, bien sûr, il trouve que l'anglais arrive au sommet et de loin des langues les plus utiles, il dit quand même que le multilinguisme, ça reste quand même l'avenir parce que ceux qui parlent justement d'autres grandes langues ont un avantage manifeste par rapport à ceux qui ne les parlent pas. Et peut-être que ce qui va se produire, et là ça peut être malheureux évidemment pour les locuteurs de ces langues, c'est que quand on revient à notre pyramide, elle était loin la pyramide, voilà, peut-être que ce qui va se passer, c'est plus quelque chose comme ça, des étages en moins, et juste les étages au-dessus qui résistent. C'est peut-être ça, je ne sais pas, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais c'est peut-être ça. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, puisque je pense qu'on n'a plus de temps. Et puis, je vous remercie d'avoir été ici.